Je vais peut-être rester assis parce que si je me mets debout, il y a des personnes là qui ne répondent pas à l'écran, donc je m'excuse en tout cas de ne pas me mettre debout pour vous présenter. Ce sera plus efficace comme ça. Donc je vais profiter de ces quelques minutes qui me sont imparties pour un peu vous présenter un peu l'évolution du projet, parce que certaines personnes dans la salle connaissent déjà le projet, mais il évolue tout le temps, il est en constante évolution. Les 4 Z, c'est vraiment, je dirais, l'objectif. Enfin, c'est ce qui résume vraiment le projet derrière les lettres verdilles. C'est d'essayer de concevoir un environnement où on consomme et on gaspille le moins possible on essaie d'éviter de gaspiller du carbone, on essaie de valoriser au mieux l'énergie qui est produite, on essaie de ne pas avoir trop de déchets, et quelque chose d'important et qu'on oublie très souvent, on essaie aussi d'informer et de faire participer les citoyens au développement d'un projet. Il ne faut pas rester dans l'ignorance, il faut continuer à informer et à distiller en tout cas les connaissances à travers ce type de projet. L'enjeu, il est clair, c'est l'utilisation du carbone. Comment va-t-on dans le futur au mieux utiliser le carbone, cet atome qui est présent partout autour de vous, sur vous, et comment faire pour que ça se passe le mieux possible et que les conséquences sur notre société ne soient pas catastrophiques. Alors vous voyez en quelques mots l'évolution des choses, c'est qu'on a concentré énormément, en tout cas d'efforts sur des ressources fossiles, que celles-ci sont en train de diminuer progressivement, on ne sait pas quand ça s'éteindra, qu'on commence à utiliser des ressources qu'on appelle résiduelles, comme les gaz de schiste ou les gaz de coke, et qu'il y a une matière, qui est la biomasse, que tout le monde connaît, ça peut être la nourriture, ça peut être la forêt, qui pour le moment est utilisée, bien entendu, mais n'est pas valorisée dans toutes ses expressions. Donc ça, c'est un peu le défi, et c'est ce qu'on va connaître au fur et à mesure du temps, c'est cette capture du nouveau carbone. Alors, dans la société, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment les crises. Il y a eu des crises financières, des crises économiques. Et puis, un événement est survenu il n'y a pas très longtemps. Tout le monde l'a bien suivi, je pense. Fukushima, tremblement de terre, tsunami, fusion nucléaire dans une des centrales, les conséquences que ça a eu. Mais ça a eu beaucoup de conséquences au niveau du Japon. Et je vous expliquerai pourquoi, et notamment dans la réflexion qu'on peut avoir sur la production alimentaire. Alors, en termes d'innovation, des choses bougent, et on voit de plus en plus apparaître, et vous le voyez dans la presse, cette idée d'agriculture urbaine. Alors, il y a beaucoup de courants différents dans l'agriculture urbaine. Tout de suite, quand on parle d'agriculture urbaine, on pense à un jardin sur un toit, ou un petit jardin à côté d'une maison. Il y a toujours une connotation un peu bobo autour de l'agriculture urbaine, mais je crois que c'est important. Quand je dis bobo, ça n'a rien de négatif. C'est le fait que les gens réapprennent à se rencontrer, à se connaître, à échanger entre eux. Je crois que c'est une des grandes fonctions de l'agriculture urbaine, c'est ce caractère social qui renaît. On échange un légume, on discute avec son voisin d'une méthode de culture, on essaie quelque chose alors qu'on ne faisait pas ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui a permis vraiment de réinsérer des contacts dans la ville. Et je vous donnerai qu'un exemple. À Paris notamment, Paris est une très mauvaise ville pour faire de l'agriculture urbaine. Il n'y a à peu près que 20 hectares disponibles dans le centre de Paris. Par contre, toute la zone périphérique où il y a les cités, les HLM, eh bien dans cette zone-là, il y a pas mal d'associations qui sont mises en place pour faire de l'agriculture urbaine à côté des HLM. Et on a vu que grâce à ça, les communautés turques, arméniennes, qui ne se parlaient jamais, mais grâce au jardin, on commençait à échanger et à parler. Et ce modèle-là, maintenant, est un modèle qui se transfère maintenant aux États-Unis et à New York, qui est un des chefs de file dans le domaine de l'agriculture urbaine, qui n'avait pas abordé le problème de la même manière et qui maintenant l'aborde notamment dans le Bronx ou du côté d'Harlem, où on commence à faire ce dispositif avec ces associations françaises issues de Paris. Donc, l'agriculture urbaine, c'est quand même quelque chose d'intéressant en matière d'innovation sociale et technologique, on va le voir par après. Et puis, il ne faut pas oublier que plus de 30% de notre production agricole, maintenant,
sont déjà produites dans des zones urbaines. Alors vous allez me dire, mais c'est énorme, c'est pas possible. Mais si, puisque toutes les grandes mégalopoles qui sont en train de se construire pour le moment, des 10, 20, 30 millions d'habitants, eh bien ces mégalopoles, elles concentrent la population et elles font que la main-d'œuvre se trouve toujours autour des villes. Donc progressivement, ces productions se concentrent autour des villes et des zones urbaines. Alors, dans l'innovation, on peut aller vers des utopies. C'en est une, c'est le projet Plantagon. Ce sont des Suédois qui ont, depuis plusieurs années, émis l'idée de construire cette sphère avec l'ellipse, sur laquelle il y aurait des cultures. Ce projet est toujours en phase d'élaboration. Il y a des fonds qui se collectent. C'est quelque chose de très utopique, qui n'est absolument pas rentable et qui est plus une vitrine. Mais ça montre aussi que l'homme peut imaginer des dispositifs de production dans une ville qui sont tout à fait différents de ce qu'on connaît dans l'agriculture. Et que les défis, il n'y a pas de limite. Et on peut le voir ici. Et je pense qu'ils réaliseront un jour ce rêve de réaliser cette sphère avec la culture et même des bovins qui se promènent sur cette ellipse. Mais ça montre quand même que l'homme a l'imagination, a la créativité pour concevoir des choses qui sont vraiment merveilleuses et qui échappent du cadre que nous connaissons. Alors, nous ici, notre innovation, c'est quoi? Dans le cadre du projet qu'on essaie de développer, on se base sur un concept qui est la fabrique de plantes ou la fabrique de biomasse. Alors pourquoi essayons-nous de faire ça? Bien, pour essayer justement de concevoir la créativité autour de notre technologie. Il faut bien savoir que le bassin liégeois et la Wallonie dans sa globalité a développé toute une expertise dans le domaine de l'industrialisation. Et la technologie est présente un peu partout, le long du bassin, Sambre, Meuse, même la Vesdre, où là il y a énormément de technologie. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, il y a beaucoup de chômage, tout le monde le sait, on ne va pas rappeler toutes ces choses-là, parce que bon, c'est un fait, et il faut essayer d'améliorer les choses, mais il faut surtout identifier les points forts pour pouvoir les rassembler autour de nouveaux projets. Et donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est de proposer des fabriques de plantes qui utilisent la technologie qui est connue dans nos régions, dans notre région, et de pouvoir produire des choses un peu différentes, soit des produits alimentaires, soit des molécules pharmaceutiques. Alors vous allez me dire, oui, mais on fait déjà ce genre de choses. Et il faut surtout vivre des contraintes. Nous avons en Europe une contrainte. La contrainte, c'est que nous ne pouvons pas faire d'organismes génétiquement modifiés, des plantes transgéniques. En Belgique, en Europe, c'est quelque chose qui est proscrit. On ne peut pas le faire. Tous les autres pays le font. Voilà, c'est un constat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire, mais c'est le constat. Par contre, nous pouvons utiliser nos technologies, ce que nous maîtrisons, la maîtrise de l'environnement, la température, l'humidité, la lumière, pour pouvoir en fait booster la plante à ce qu'elle produise des produits de qualité ou beaucoup de produits à l'intérieur. Donc ce que l'on essaie de faire ici, c'est de concevoir une fabrique dans laquelle l'environnement est contrôlé et qui permet à cette plante qui n'est pas modifiée de s'exprimer au mieux, dans des meilleures conditions, en utilisant notre technologie. C'est un peu ça le défi qu'on a mis en place. Alors, par rapport à tout ça, cette idée, il n'y a pas que nous qui l'avons. Je reviens sur Fukushima. Quand Fukushima, l'incident nucléaire a eu lieu, le Japon est rentré dans une crise environnementale d'une ampleur qu'on ne peut même pas imaginer ici. On en a ressenti tout dans la presse. Il y a eu des conséquences même économiques, mais ça je peux répondre aux questions si vous en avez. Mais en tout cas, chez eux, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient à un moment donné perdre la main quant à leurs ressources alimentaires. Et qu'à un moment donné, ils n'ont plus la maîtrise de l'aliment. Et ils se sont lancés très rapidement, mais alors très rapidement, quelques mois après, sur une réflexion de fabrique de plantes. Et ce que je vous montre là, c'est, je dirais, l'extrême dans la technologie. Je ne suis pas en train, dans le projet Verdir, d'aller vers un dispositif comme ça, mais pour bien vous montrer que nos technologies wallonnes, elles peuvent arriver et nous sommes capables de faire ce genre de choses aussi. Les Japonais, ils sont arrivés très rapidement. Ils ont pris conscience du fait qu'ils n'avaient plus la maîtrise de la production alimentaire, puisqu'il y avait des zones d'exclusion, il y avait des produits qui ne pouvaient plus le consommer, et ils ont décidé de rentrer dans ce qu'ils appellent des grandes fabriques de plantes. Et ils ont très rapidement mis en place des systèmes où on produit entre 5 à 10 000 salades par jour, avec tout un système automatisé. Ça, ce sont des structures qui marchent maintenant. En 2-3 ans, ils ont réussi à faire ce genre de choses. Pour la raison qu'ils possèdent dans leur pays des sociétés qui intègrent l'ensemble des technologies, comme Mitsubishi, comme Toshiba, et qui possèdent toute cette technologie dans un seul grand centre, qu'ils fédèrent ensemble pour
arriver à ce résultat-là. Alors, ils produisent, il y a à peu près 120 sociétés pour le moment, qui produisent entre 5 à 10 000 salades chacune des sociétés. Vous allez me dire, mais c'est fou. La salade chez les Japonais est un mets vraiment privilégié, ils adorent ça. Ils font des salades de différents types, avec phosphate, sans phosphate, avec différents types de produits. Et donc, ils génèrent eux-mêmes toute une série de produits en veillant clairement à maîtriser l'ensemble des paramètres physiques et chimiques. Ils vont même jusqu'à faire des systèmes qui sont ergonomiques pour que du personnel à mobilité réduite puisse travailler. Et surtout, ils essaient aussi d'avoir des produits sans contaminants, avoir le produit le plus safe possible. Donc ça vous montre un peu l'extrême de ce que pourrait être une fabrique de plantes. Voici des dispositifs, c'est de l'hydroponie, donc c'est entièrement contrôlé de manière artificielle, avec des solutions nutritives qui sont présentes et qui véhiculent les différents ingrédients nécessaires à la production d'une plante. Ils disposent ça dans les magasins, vous voyez, c'est des petits showrooms, et ils ont même des magasins qui s'ouvrent de démonstration, ça c'est Tokyo, il y a quelques mois. Il y a vraiment une émulation autour de ce dispositif de fabrique de plantes, mais qui est vraiment le dispositif le plus technologique que je connaisse, qui n'existe pas nécessairement aux États-Unis, qui est un modèle très différent. Alors, nous ici, en terre liégeoise, en Wallonie, c'est quoi nos opportunités? Eh bien, une des grandes opportunités, malheureusement, mais c'est quand même une opportunité, c'est qu'il y a des friches, énormément de friches, plus de 10 000 hectares, on parle de 12 000 hectares, ce sont souvent des terres qui sont bien situées, dans les centres-villes parfois. Si vous allez à Charleroi ou à Seraing ou à Herstal, ben vous connaissez bien la situation, c'est imbriqué dans les villes. Parfois les quartiers sont construits autour des sites industriels. Alors tous ces sites industriels ne sont pas, comme beaucoup le pensent, des sites qui sont toxiques, où il y a de la pollution. Il y a environ 35 à 40% des sites qui sont peu, voire non pollués. Ils sont pollués par patch. Il y a une toute petite zone où il y a peut-être un gros dispositif métallique qui est resté pendant 20 ans, qui a percolé dans le sol et qui fait que le sol est plus contaminé. Mais à côté de ça, il n'y a rien du tout. Il y a des réserves naturelles dans des sites industriels. Si vous allez à Chertal, il y a une réserve, il y a une gravière qui est classée réserve naturelle. Donc il faut un peu parfois changer l'image qu'on peut avoir d'une friche industrielle. Alors ces friches, c'est plein d'opportunités, on en parlera juste après. Puis il y a une deuxième opportunité, c'est ce qu'on appelle les énergies fatales. Il y a plus de 20%, et 20% c'est un chiffre vraiment réduit, parce que les chiffres maintenant que nous avons montrent qu'on est plus près de 30% que de 20%, c'est toute cette énergie que les industries, et même le particulier, relarguent dans l'environnement, parce qu'ils se chauffent, parce qu'ils produisent des choses. Et cette énergie, que ce soit de l'eau chaude, que ce soit des gaz chauds, eh bien toute cette énergie n'est pas utilisée, ou est peu réutilisée. Et donc il faut réfléchir à des modèles qui nous permettent de valoriser cette énergie qui est gaspillée, parce que c'est une énergie excédentaire. Il y a des eaux à 90 degrés qui ressortent, des gaz à 250 degrés qui ressortent, et qui partent dans l'environnement, et qui causent même des problèmes environnementaux, parce que ça réchauffe des rivières, ou ça cause d'autres problèmes environnementaux. Alors le projet qu'on a, je ne vais pas passer des heures sur ce graphique, juste vous montrer que l'originalité de ce projet, c'est parce qu'il y a en fait deux types de délivrables. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire de l'initiative, qui est une initiative, je dirais, verte, de produire, d'avoir des délivrables d'un côté classique, c'est-à-dire produire pour le pharmaceutique, pour l'alimentaire, mais essayer aussi de bien réfléchir aux endroits où on met ces systèmes de production, d'extraction de biomasse, et d'utiliser l'environnement le mieux possible. Et donc, on a effectivement des délivrables qui sont des délivrables classiques, mais d'un autre côté, tous nos systèmes de production que nous souhaitons placer, et que nous plaçons pour l'instant, eh bien, on réfléchit à l'endroit où on les met. Soit on va sur un terrain pollué et on adapte la production en fonction de l'environnement, un terrain non pollué, un hangar, il y a énormément de lieux où il y a des hangars et des bâtiments qui sont vides, c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Ça, je dirais que c'est la friche. Et puis, il y a ces énergies fatales. Parfois, une industrie est en activité, relargue de l'eau chaude, des gaz chauds, même du CO2. Eh bien, adaptons notre dispositif de production en fonction de ce que l'environnement peut nous fournir. Et de cette manière, nous avons à la fois des délivrables qui peuvent être utilisés en pharmacie
et dans le cosmétique, l'alimentaire, mais en même temps, on valorise l'environnement. Donc il y a deux types de délivrables. Ça, c'est l'originalité du projet. Alors par rapport à ça, il y a toute une série, on a proposé ce modèle il y a quelques temps, on a vu que ça intéressait très fort les entreprises, mais alors une grande diversité d'entreprises. Et ça, c'est peut-être un peu la difficulté du projet, qui maintenant commence à bien se finaliser, c'est que les entreprises viennent de tous les côtés, que ce soit de l'énergétique, que ce soit du sidérurgique, que ce soit du pharmaceutique, que ce soit du social. Donc, et mettre toutes ces entreprises ensemble autour d'un projet, alors qu'ils ont chacun leur délivrable, c'est quelque chose de très difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, il faut comprendre cela et essayer de bien harmoniser l'ensemble. Ce qu'on a fait ici dans les derniers mois, essayer de bien le canaliser et à produire une série de choses. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que pour arriver à une salade, à produire une salade, ben, vous avez besoin de toute une série de choses. Vous avez besoin de filtrer l'air, de filtrer l'eau, d'avoir de la lumière, d'avoir des senseurs qui évaluent les quantités de produits qu'on met dans le dispositif d'alimentation d'hydroponie, d'avoir une bonne hygiène, d'éviter qu'il y ait des contaminants qui arrivent dans le système, d'avoir de l'énergie, de former des gens, d'avoir tout le système de distribution, de collecte. Tout ça, en Wallonie, ce sont des entreprises différentes. Et donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, il faut les mettre autour de la table et leur dire, on va produire des salades. Mais ça, c'est difficile, parce que ce n'est pas leur délivrable premier. Donc, il faut les convaincre, il faut venir avec des business plans, ils n'ont pas le même système de fonctionnement. Et en Wallonie, c'est quelque chose qui est difficile. Et là, il manque un peu de créativité et il faut vraiment réfléchir à ces dispositifs, à ces mises en place. Mais on y arrive. Au Japon, ça ne cause aucun problème, puisqu'une même société peut réunir tous les départements pour arriver à ce type de résultat. Donc c'est ça la différence entre deux pays parfois. Alors, nous, ce qu'on a fait, et je ne resterai pas trop longtemps sur cette diapositive, mais c'est pour vous montrer un peu le dispositif d'agencement. C'était un pôle d'innovation avec une coupole qui est une coopérative qui associe des sociétés privées, des universités, des invests, la SRIW qui est présente, qui a 2 millions réservés pour ce projet, et qui est là pour investir dans des sociétés. Donc là, chaque fois, une société a un délivrable, un type de délivrable. La SRIW est partenaire à 49% maximum. Le privé qui se rentre dans la société met son pourcentage dans l'actionnariat. L'université est présente, le centre de recherche, les centres de recherche sont présents, et on construit un modèle de plan de factory. Je vais maintenant vous montrer les différents types de plans de factory qui sont en cours de finalisation. Et c'est un dispositif de start-up qui se met en place sous une coupole d'une société coopérative. Voilà le dispositif qui a été mis en place depuis peu. Alors je ne vais pas... Voilà. Alors, pour le moment, ce que nous avons, c'est nous avons identifié un site de production pilote. C'est le site de la manufacture des ASEC, et plus précisément, donc vous voyez, ça c'est la Meuse, c'est de ce côté-ci, vers le haut ici, il y a Intradel qui est juste au-dessus des ASEC là-bas, et puis là, la société qui est ici, c'est actuellement Inductotherm, voici tout le site des ASEC. Inductotherm a en fait ce grand bâtiment, les annexes et toutes les terres attenantes, environ 7 hectares, et donc la SPI a acquis depuis peu tout ce site d'Inductotherm, le bâtiment, les annexes et toutes les terres. Et ça, c'est pour le projet Verdir. Alors pour le moment, on réfléchit aux aménagements. Je vais vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire. Donc voilà le bâtiment, avec toutes les terres derrière. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir avoir sur ce même lieu différents dispositifs, différentes sociétés qui font des systèmes de production différenciés. Il y a tout d'abord l'hydroponie. Alors le premier modèle qu'on va mettre en place, et une notion importante en matière de créativité, c'est la mobilité. Quand on a lancé notre projet, il y a tout de suite des critiques qui sont venues, comme, ça c'est une des premières, cultiver des carottes dans une friche. Ils sont complètement fous, ces universitaires. Ils ont raison de dire ça. On ne va pas faire ça. On ne va pas planter dans un sol qui peut être pollué des légumes à destination de l'habitat. Donc ça c'est une première chose. Donc les dispositifs de production, c'est d'isoler la plante par rapport à un sol. Donc on va faire de l'hydroponie. Ça c'est un principe. Deuxième chose, on nous a souvent, au début, et même maintenant ça revient régulièrement, clairement dit, mais vous allez consacrer des terres qui sont industrielles à une production agricole. Où est la rentabilité? On pourrait faire autre chose, on pourrait faire des logements, c'est plus rentable, on pourrait faire des usines avec des centaines d'ouvriers et une production de plusieurs hectares de légumes, ça n'a aucun sens. Donc tout ça, on y a été sensible. Il y avait aussi la problématique de dire que
à cause de ça, les agriculteurs allaient perdre un peu la main sur la production. On allait consacrer des terres agricoles à de nouveaux zonings et utiliser les friches pour faire des productions. C'est toutes des critiques qui sont venues. Mais quand on fait des dispositifs créatifs, il faut tenir compte de tout ça et d'essayer de proposer des choses qui permettent de répondre à toutes ces questions. Alors, ce qui est venu très rapidement dans le débat, c'est la mobilité. Je crois qu'il faut concevoir, et je pense que Mme Lutsak et là, on discutait de ça justement, c'est ces idées de containers, c'est ces idées de choses qu'on peut déplacer. Et l'idée de la mobilité est géniale, parce qu'on est une petite région, et le fait de concevoir des choses qui sont mobiles nous permet d'être très flexibles sur notre région, mais aussi de les exporter et d'aller ailleurs avec. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, sur une friche, ce qu'il faut faire surtout, c'est de venir avec des choses qui sont capables d'être démontées, remontées, et d'être non permanentes. Comme ça, on ne peut pas les condamner. Donc l'idée a été très vite de venir avec des dispositifs que l'on peut installer, et puis le propriétaire de la friche, s'il décide de vendre à un propriétaire, à une autre personne, à un investisseur, eh bien on prend notre dispositif, on va le mettre ailleurs. Donc on peut être très flexible. Donc on a créé un dispositif qu'on appelle le Mobile Plant Factory, qui est un dispositif de sphère, ça se monte en 15 jours, c'est un dôme dans lequel on a une grande roue sur lequel on produit environ 4 à 500 salades journée. C'est un dispositif qui est entièrement intégré en hydroponie et qui permet en fait à 4 à 5 personnes de travailler par dôme en termes de récolte. Alors ces dispositifs ne peuvent pas se mettre en place sans l'économie sociale. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec une société que vous connaissez peut-être, qui est GDC Innovation, et qui met au travail toute une série de personnes, notamment dans le packaging, parce qu'il faut mettre en paquet, il faut assembler, il faut distribuer, et avec une chaîne de grande distribution, parce que ces produits sont considérés comme des produits de proximité. Donc ça, c'est un dispositif qu'on met en place, c'est une des sociétés qui va se mettre en place ici dans les semaines qui viennent, et qui permet d'exploiter une friche temporairement, et de pouvoir produire de manière mobile des salades, du basilic, différents types de légumes dans ces dispositifs. Alors il y a des terres, c'est ce que je viens d'expliquer, on peut valoriser les terres avec des dispositifs mobiles. Un deuxième aspect sont les hangars. Il y a énormément de hangars présents, ça c'est un des exemples le long Asserin, c'est tout vide, c'est vraiment impressionnant quand vous visitez, il y a des hectares de bâtiments vides en très très bonne qualité, il faut savoir les exploiter. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir si on ne peut pas mettre en place des dispositifs de production. Un des dispositifs qui peut être utilisé là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie, où on a des productions de poissons, et là aussi, on a eu toute une réflexion, on peut faire du tilapia, on peut faire d'autres produits. On est parti sur un élevage de poissons de haute valeur ajoutée, comme des goïs, donc des poissons très chers. Et qu'est-ce qui se passe? On met ces goïs dans des dispositifs comme ça, pour une croissance, pour la valorisation, et tous les déchets de ces poissons passent dans dans ces petits tubes que vous voyez ici, et va ensuite, dans une serre qui est à l'extérieur, alimenter des productions. Et il y a 9 des 13 éléments indispensables à une plante qui sont présents dans des excréments de poissons. Avant d'arriver aux plantes, ça passe dans des filtres qui sont des biofiltres, où l'azote est transformé pour que ça ne soit pas toxique. Donc c'est un système entièrement naturel qui permet de faire des productions à la fois de poissons et à la fois de plantes. C'est ce qu'on appelle de l'aquaponie. Ça, c'est aussi un dispositif qui sera mis en place sur le site d'Herstal. Un autre dispositif qui est un prototype dans le cadre du pôle de compétitivité Mécatech, c'est le fameux container. Le container qu'on essaie d'exploiter dans sa mobilité. À l'intérieur de ce container, on met des dispositifs de production de plantes et on essaie, ce sont des containers réfers, on essaie en fait de produire des plantes en valorisant l'énergie fatale, en essayant d'interconnecter un échangeur de chaleur à l'intérieur de ce container qui permet de récupérer la chaleur excédentaire, de produire l'électricité, la chaleur pour les plantes. De cette manière-là, on accumule l'énergie fatale pour produire des plantes. On peut faire là de l'agriculture verticale, puisqu'on peut disposer de plusieurs containers les uns sur les autres, horizontale aussi, et il y a des normes minimales. À partir de 8 containers, on peut vraiment, en termes d'énergie fatale, être rentable en termes de production. Donc tout ça est calculé, maîtrisé, c'est toute une série d'entreprises wallonnes qui sont impliquées dans ce projet.
Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est justement cette valorisation de l'énergie fatale. Juste à côté d'Herstal, vous avez le site, le centre d'incinération, Uvelia, qui a une grande quantité d'énergie fatale. Et donc, avec la ville d'Herstal, il y a un projet qui est déposé et qui est en phase de finalisation au FEDER maintenant. C'est ce fameux réseau chaleur que la ville d'Herstal va installer dans ses bâtiments publics et qui part d'Intradel directement. La première phase de développement de ce réseau chaleur, eh bien, voilà Intradel qui est ici, c'est en fait les 2 premières lignes qui vont directement sur le site des ASEC. Donc les premières phases de construction sont destinées au site des ASEC et donc à un autre dispositif. Et donc l'idée est de récupérer la chaleur excédentaire d'Intradel, de la transformer en eau chaude, c'est 90 degrés en sortie avec un échangeur de chaleur, et de pouvoir utiliser cette eau chaude pour chauffer ce qu'on appelle une serre tropicale. Et c'est ce que nous travaillons maintenant avec l'ASPI et l'Université de Liège, c'est d'essayer sur le site des ASEC d'avoir en fait une serre sur toit sur lequel on utilise l'énergie excédentaire pour produire des plantes. Alors pas n'importe quelle plante, des plantes qui seront destinées aux pharmaceutiques. Parce que quand ces serres sont hautement technologiques, il faut une haute rentabilité. Donc on a une réflexion globale sur toute une série de plantes qui produisent des molécules à destination du pharmaceutique et du monde médical, notamment pour l'oncologie, traitement cancer ou traitement de certaines maladies spécifiques, et qui permettent d'avoir une grande rentabilité, car les prix de la molécule sont parfois très intéressants à la revente. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est un dispositif qui nous permet clairement de produire des plantes tropicales, donc des plantes qui ne sont pas nécessairement présentes ici, et qui nécessitent des chaleurs supplémentaires, parce qu'une serre hollandaise, vous savez, j'ai presque fini, hein, les serres en Hollande, c'est des milliers d'hectares. En Wallonie, on a environ une vingtaine d'hectares, c'est très peu. Hein. On a très peu de serres en Wallonie. Donc, si on commence à faire des serres, on n'est absolument pas concurrentiel par rapport au marché ni flamand ni hollandais. Et donc, il faut faire d'autres choses. Le fait d'avoir de l'énergie fatale, de pouvoir bénéficier d'une énergie excédentaire, nous permet dans les serres de monter de 22 degrés, qui est la température, je dirais, classique dans une serre, à 28 degrés, et d'accueillir dans ces serres des plantes que normalement on n'accueille pas, et qui sont des plantes de ce type-là, qu'on peut produire en grande quantité en maîtrisant la culture et avoir d'autres types de molécules pour le secteur pharmaceutique, qui est un des secteurs les plus en vogue dans la région liégeoise, puisqu'une vingtaine de sociétés sur les 40 en Wallonie sont présentes dans la région liégeoise, et pas mal utilisent en tout cas les plantes comme substance de départ pour produire leurs molécules. Donc ce sont des dispositifs qui, comme vous le voyez, permettent de maîtriser cette biomasse et de la valoriser. On fait aussi, et c'est le dernier mot que je voulais dire par rapport à tout ça, on essaie en tout cas de développer ce système dans un système d'économie sociale et d'économie circulaire, puisque tous les résidus vont être réutilisés, soit pour faire de l'énergie par rapport à du biogaz ou à faire des biomatériaux. Donc on essaie d'intégrer tous ces dispositifs de telle manière à consommer le moins possible et de gaspiller le moins possible de biomasse. Voilà, je vous remercie de votre attention. On m'avait dit une vingtaine de minutes, donc j'ai essayé de la faire dans le délai. Hein. Je pense que c'est bon. Voilà. Merci.